Dans la soirée du 18 octobre, des informations ont été reçues concernant la prise de contrôle d'un certain nombre de localités. Tika et Peshan se trouvent dans la région de Kharkiv. Privilia est située dans la région de Dnipropetrovsk. Il serait difficile de dire que la situation y est stable. Il ne s'agit pas de bilans triomphaux, mais de faits bruts. La ligne de front s'est déplacée et avec elle sont venues des destructions, de nouvelles menaces et des victimes supplémentaires. Selon diverses sources, les pertes des forces armées ukrainiennes au cours de la semaine écoulée ont atteint 10 à 11 000 personnes. Un chiffre colossal. Même en tenant compte des éventuelles exagérations dans les calculs, le tableau reste alarmant. Selon des sources d'information, l'armée ukrainienne est confrontée à une pénurie croissante d'effectifs, d'obus et de matériel militaire. Cela se ressent même dans les messages qui filtrent des régions profondes d'Ukraine via les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Le concept d'épuisement se fait de plus en plus entendre. La situation dans la région de Kupiansk se complique sérieusement. Les unités d'assaut russes, selon les informations des correspondants militaires, ont capturé environ 70% du territoire urbain. Des affrontements de rue acharnés sont en cours. La progression se poursuit, bien qu'à un rythme lent. Les actions sont menées avec prudence, mais de manière cohérente. Des drones opèrent depuis les airs. L'aviation effectue des frappes depuis le ciel. Au sol, l'infanterie se déplace avec du matériel et des équipes d'ingénieurs. La situation près de Pokrovsk est pratiquement identique, attaques continues, travail d'artillerie intense, chars et mortiers sont utilisés et encore une fois des drones comme élément essentiel de la tactique. Pendant ce temps, aux échelons supérieurs du commandement ukrainien, selon les rumeurs, la tension monte. Certaines sources, comme la chaîne Résident, citant des informations privilégiées, affirment qu'au sein de l'état-major ukrainien, on commence à prendre conscience de l'absence de réserve pour une longue résistance. Le commandant en chef Syrski l'évoquerait directement dans des cercles restreints. La présidence, selon leurs informations, est prête à discuter avec la partie américaine de différents scénarios, y compris des élections, juste pour avoir la possibilité d'un répit. Dans ce contexte de tension militaire, une nouvelle vague de crise énergétique a commencé. Des attaques massives ont été lancées contre les installations énergétiques. Et cette fois, il ne s'agit pas de frappes ponctuelles, mais d'une approche véritablement systémique. Selon les déclarations de la société Ukrenergo, les frappes touchent simultanément plusieurs régions énergétiques, parfois des nœuds entiers. Des coupures de courant ont déjà été enregistrées dans des dizaines de localités. Dans certaines régions, l'électricité disparaît pendant des heures, voire des jours. Les productions s'arrêtent, les transports ralentissent, les magasins passent aux générateurs, et ceux-ci, comme vous le savez, ne sont pas éternels. Selon les informations du ministère russe de la Défense, des frappes ont été menées contre des installations arrières, y compris des points de lancement et de stockage de drones. Dans la région de Morgova, un entrepôt et une zone d'entraînement des forces armées ukrainiennes auraient été touchés. Ont été détruits jusqu'à 65 drones de type Lyuti, plusieurs camions, 5 installations pour drones, ainsi qu'une trentaine de personnes. Il s'agit d'opérateurs, de techniciens, de conducteurs. Ils auraient été pris au dépourvu lors de la préparation au décollage. Des réserves de carburant, de batteries et de générateurs s'y trouvaient également. Et tout cela a pris feu instantanément. Les conséquences de l'attaque sont d'énormes colonnes de fumée noire, des détonations et des incendies qui ont ensuite été éteints pendant près de 24 heures. Près de Kriviri, une frappe précise sur des installations énergétiques a été signalée pour la première fois. Plusieurs missiles ont frappé la région pendant la nuit, après quoi tout un secteur s'est retrouvé sans électricité ni eau. La circulation ferroviaire a pratiquement cessé. Ceux qui ont perdu leurs moyens de transport se sont rendus dans les villages voisins en autostop ou même à pied. De plus, au moment des frappes, un centre logistique où le carburant et le matériel étaient acheminés était également situé dans cette zone. C'est peut-être lui qui était visé. Il y a des informations sur des impacts sur l'un des aérodromes où se déroulait la formation des opérateurs de drones. On dit que la frappe a eu lieu au moment où un travail actif était en cours avec des drones.
Selon des informations non confirmées, 2 avions se trouvaient sur la piste. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations précises à leur sujet, mais on sait qu'un camp d'entraînement s'y trouvait également. Apparemment, l'emplacement a été déterminé par les signaux des drones ou par des renseignements. Dans ce contexte, des informations font également état de frappes sur des terrains d'entraînement. L'une de ces frappes a touché une installation dans la région de Kirovorad. Le 235e centre de formation multifonctionnelle s'y trouvait. Selon diverses sources, de 100 à 300 personnes s'y trouvaient, y compris des instructeurs, des officiers ukrainiens et de l'OTAN. Dans les commentaires, les habitants locaux écrivent que le missile a volé pendant plus de 5 minutes et que personne n'a ouvert l'abri. Cela provoque une vague d'indignation. Les gens exigent que les commandants soient punis et les chaînes militaires discutent de la négligence et de la faible protection. Des experts ont ensuite révélé les données préliminaires des seules pertes confirmées. Parmi les militaires, environ 40 personnes ont été tuées et de 40 à 60 ont été blessées. De plus, beaucoup ont des blessures graves, des brûlures, des contusions par éclat. Les postes médicaux de campagne sont surpeuplés. Une partie des victimes a été évacuée par hélicoptère et par du matériel de réserve vers la région voisine. Des difficultés sont signalées concernant l'évacuation du matériel et sa réparation. Outre les pertes parmi le personnel, les entrepôts et la base d'enseignement et de matériel ont subi des dommages assez importants. Selon les informations, 2 bâtiments temporaires où avaient lieu des cours et des entraînements ont été pratiquement entièrement incendiés. Des explosions ont également touché un dépôt de munitions. Des dizaines de caisses d'obus d'artillerie de calibre 122 et 152 mm y ont explosé. À en juger par les images qui circulent déjà sur certaines chaînes fermées, l'entrepôt a tout simplement été rasé. Il ne reste qu'un cratère noir et des morceaux de matériel carbonisé sur le périmètre. De 6 à 8 véhicules automobiles ont également été endommagés, principalement d'anciens camions soviétiques de type Oural, Maz ou Kraz. Certains ont brûlé directement dans la colonne, d'autres sont restés avec des cabines percées et des citernes endommagées. Plusieurs véhicules blindés légers s'y trouvaient également, désormais de simples tas de ferraille. La base de réparation n'a pas eu de chance non plus. Ateliers de campagne, pièces de rechange, simulateurs, générateurs, tout est soit détruit, soit hors service. L'équipement pour la formation des opérateurs, les simulateurs, les maquettes, les pavillons se sont transformés en un tas de plastique tordu et de fer brûlé. Toutes ces frappes, comme le soulignent les analystes, font partie de la stratégie promue par le nouveau ministre russe de la Défense, Belousov. Il aurait donné l'ordre clair d'agir au maximum sur les infrastructures critiques de l'ennemi. Cela concerne l'énergie, la logistique et les lieux d'entraînement. L'un des exemples les plus frappants, c'est la récente frappe sur un centre d'entraînement du GUR. Au lieu d'une base bien gardée, il ne reste plus qu'une tache brûlée sur la carte. Les frappes ont été menées avec des armes de haute précision, y compris des Iskander et des drones. Selon les informations du ministère de la Défense, des missiles que l'ennemi tentait d'utiliser contre les régions frontalières ont été abattus au cours des dernières 24 heures. Jusqu'à présent, ils ont tous été interceptés par les systèmes de défense aérienne, ce qui a donné l'assurance que le système de défense antimissile fonctionne de manière stable malgré la charge. Mais tout cela n'est qu'une partie d'un tableau plus vaste. En substance, nous n'observons pas simplement des frappes isolées, mais une déconnexion progressive de toute la logistique sur laquelle repose l'approvisionnement de l'armée ukrainienne. Au cours des dernières semaines, une attention particulière a été accordée aux infrastructures de transport. Ponts, voies à ferrées, passages supérieurs. À en juger par les rapports, des frappes sur de telles installations sont menées pratiquement quotidiennement et avec un effet notable. Certains ponts ont déjà été déclarés inutilisables. Les trains sont redirigés ou complètement annulés, les marchandises n'atteignent pas la ligne de front. Cette tactique, semble-t-il, vise à ralentir non seulement l'acheminement des munitions, mais aussi les rotations du personnel, la réparation du matériel, l'acheminement du carburant et des médicaments.
Lorsque la logistique s'effondre, tout le système de défense s'effondre également, surtout dans des conditions de front étendues. Des informations distinctes font état de frappes sur des installations du complexe militaro-industriel ukrainien. Par exemple, dans l'une des régions, un atelier de production où étaient assemblés des drones a été touché. Son emplacement avait été déterminé à l'avance. Des renseignements ont été utilisés, peut-être même avec l'implication d'agents de l'intérieur. Cet atelier ne peut désormais plus être restauré. De plus, selon certaines sources, des stocks de composants ainsi qu'un petit entrepôt de batteries lithium-ion s'y trouvaient. Un violent incendie s'est déclaré après l'impact. Il a fallu l'éteindre avec l'aide de pompiers militaires. Dans d'autres directions, selon des informations sur place, des points de déploiement temporaires ont été touchés. Au total, selon les chaînes militaires, plus d'une centaine de ces installations ont été touchées en une journée sur toute la ligne de contact. Il s'agit de maisons, d'écoles et d'ateliers transformés en casernes et en bases de matériel. Les opérations ont été menées principalement de nuit avec des drones kamikazes et des armes de haute précision. Le groupement de troupes Dnepr a fait état d'actions réussies dans la région de Novoandrivka, Stepnohirsk et Primorsk. Il s'agit déjà de la région de Zaporizhia. Il y a également eu des combats dans la région de Sadov et Lvove, dans la région de Kherson. Là, selon les rapports, il a été possible d'infliger des pertes aux forces armées ukrainiennes, plus de 70 militaires, un véhicule blindé de combat détruit, plusieurs véhicules, des stations de guerre électronique, ainsi que 2 entrepôts de munitions et d'équipements. Pendant ce temps, la partie informationnelle du conflit entre dans une nouvelle phase. Le thème des éventuelles négociations apparaît de plus en plus souvent dans le domaine public, et c'est là que la scène internationale entre en jeu. Dans une interview accordée à l'un des médias fédéraux, le directeur de la recherche scientifique du club Valdai, Fyodor Loukyanov, a commenté les perspectives d'une rencontre entre Poutine et Trump. Selon lui, bien qu'un dialogue direct soit possible, il ne garantit pas de résultat, même si les parties s'assoient à la table des négociations. La raison est simple. Les États-Unis peuvent s'entendre sur des conditions avec Moscou, mais cela ne signifie pas que Kiev ou les alliés européens se mettront immédiatement au garde à vous. Au contraire, il arrive souvent que ce soit eux qui s'opposent le plus à toute concession, d'autant plus que l'Union européenne est en proie à ses propres luttes politiques et que les concessions à la Russie y sont faites avec beaucoup de réticence, même sous la pression de Washington. Loukyanov affirme clairement que malgré la rhétorique dure, c'est précisément le moment où le processus de négociation peut reprendre son souffle. L'un des principaux thèmes est le retrait des troupes ukrainiennes des territoires qui restent sous leur contrôle dans le Donbass. Les États-Unis, par l'intermédiaire de Trump, pourraient soutenir un gel sur la ligne de front actuelle, mais cela est inacceptable pour la Russie. Moscou insiste sur la libération de tous les districts inachevés. En général, on a l'impression que toute cette histoire de négociation est comme une glace fragile. On dirait qu'elle craque, qu'elle est sur le point de se briser définitivement, mais elle tient toujours. Selon Loukyanov, même si Trump s'assoit réellement à la table avec Poutine, cela ne donnera aucune solution automatique. Tout est trop lié à d'autres intérêts, européens, intra-ukrainiens, voire intra-partisans aux États-Unis même. Et le plus important, si les États-Unis tentent de pousser Kiev au compromis, cela ne signifie pas que les ordres de retraite suivront immédiatement sur le terrain. L'ancien plan, discuté lors de la rencontre en Alaska, est cité en exemple. Gel du conflit, élections, partage des sphères d'influence. Sauf que cela n'a pas fonctionné à l'époque. Et aujourd'hui, malgré toute la lassitude de la guerre, des notes familières résonnent à nouveau chez de nombreux acteurs. On se dit peut-être qu'on va réessayer, peut-être que cette fois on va les faire plier. Parallèlement, le lieu de la rencontre est en discussion. Budapest, comme l'explique l'expert, c'est en fait la seule fenêtre réaliste en Europe où une telle rencontre peut avoir lieu sans scandale. La Hongrie, malgré son appartenance à l'UE et à l'OTAN, mène une politique plus ou moins indépendante, surtout sous la direction d'Orban. De plus, Budapest entretient de bonnes relations avec Trump et le Kremlin. Et, ce qui est important, la Hongrie ne reconnaît pas la juridiction de la Cour pénale internationale.
Cela élimine un certain nombre de risques formels. La question du survol du territoire des pays de l'OTAN par la délégation russe a également été abordée. On dit que si la rencontre est officiellement approuvée, les États-Unis s'entendront eux-mêmes avec leurs alliés pour que personne n'interfère. Pour l'instant, tout cela n'en est qu'au stade des négociations en coulisses et des consultations à huis clos, mais en même temps, ces conversations ont coïncidé avec une forte baisse du soutien à l'Ukraine en matière de livraison. L'un des exemples les plus frappants est la récente rencontre entre Zelensky et Trump à Washington. Beaucoup s'attendaient à des avancées, surtout en matière de livraison d'armes, mais au final, tout s'est soldé par un échec. Les Américains ont refusé de transférer des Tomahawk, n'ont pas donné de détails sur la défense aérienne et se sont limités à des formulations générales sur le soutien à la sécurité. Zelensky avait l'air tendu lors du briefing. Il a répondu de manière évasive à toutes les questions épineuses, rejetant la responsabilité sur la partie américaine. C'est elle qui décide, disait-il. Les questions ne me concernent pas. Rien de précis n'a été dit sur les systèmes de défense antimissiles, les missiles ou les délais de nouvelles livraisons. En ce qui concerne les Tomahawk eux-mêmes, la situation est également délicate. Leur apparition sur le territoire ukrainien, même théorique, fait automatiquement de toute la logistique de l'ennemi une cible légitime pour les frappes. Je m'explique, si les missiles sont acheminés par un port, alors le port lui-même devient une cible. S'ils sont acheminés par des entrepôts, alors les entrepôts sont menacés. Et s'ils apparaissent dans des échelons ferroviaires ou des convois, la frappe ira là-bas. C'est-à-dire qu'en substance, même avant l'utilisation de ces missiles, la Russie peut commencer à agir de manière proactive et frappe déjà les endroits où ils pourraient, théoriquement, être placés. Et ici, une attention particulière est accordée à Odessa. C'est un port clé par lequel toutes les livraisons occidentales peuvent transiter. Par conséquent, toute l'infrastructure de la ville, des quais aux dépôts pétroliers en passant par les voies d'approvisionnement, se retrouve dans la ligne de mire. En substance, Odessa risque de se transformer d'un centre de villégiature en un nœud militaire, ce qui signifie de nouvelles frappes, plus de drones, plus de défense aérienne, plus de risques pour les civils. Des perturbations de l'eau, de l'électricité et du chauffage sont déjà constatées. Les gens achètent massivement des générateurs, des poêles, du carburant, comprenant que l'hiver approche et que la saison de chauffage sera difficile. La soi-disant duel de missiles suscite un intérêt particulier chez les analystes militaires. C'est-à-dire lorsque la défense aérienne ukrainienne tente d'intercepter les frappes russes et que la Russie, en réponse, modifie les itinéraires et les schémas d'approche. Et ici, les craintes se font de plus en plus entendre. Si des attaques massives sont lancées avec l'utilisation de Geran, de Kinjal et d'Iskander, il faudra les abattre directement au-dessus des villes, ce qui, quoi qu'il arrive, entraîne des risques colossaux pour les infrastructures civiles. Si un tel échange de frappes se commence au-dessus d'Odessa, ce ne sera plus une opération locale, mais une bataille à part entière pour l'arrière. Et malheureusement, ce ne seront pas les soldats qui souffriront en premier lieu, mais les gens ordinaires, ceux qui vivent dans des immeubles de plusieurs étages, qui emmènent leurs enfants à la maternelle et qui veulent simplement vivre jusqu'au printemps dans un appartement intact. Pour l'instant, les frappes se poursuivent. Les dernières 24 heures ont apporté des informations sur des explosions sur les quais où l'on suppose que des composants de combat pourraient être déchargés. Plusieurs remorqueurs ont été endommagés, les ferries ont été remorquées sur le côté. Le port a temporairement suspendu ses opérations. Des informations sur des sabotages sont apparues. Selon des informations non confirmées, un engin explosif a explosé dans un hangar où étaient stockés des conteneurs de pièces de rechange pour drones. On ne sait pas encore qui et comment a fait ça. La partie russe, à son tour, intensifie les frappes sur l'arrière de l'ennemi, non seulement sur les ports, mais aussi sur les nœuds ferroviaires. Plusieurs directions par lesquelles passaient auparavant des échelons de matériel sont désormais soit détruites, soit minées. Des informations sont apparues selon lesquelles une frappe précise a été menée sur une gare près de Zaporijjia, où se trouvaient 2 plateformes avec des munitions.
L'explosion a été d'une telle force qu'elle a été entendue dans 3 districts voisins. L'incendie n'a été éteint que le matin. Dans le contexte de tous ces événements, même les civils ordinaires commencent à comprendre que le front n'est plus seulement quelque part là-bas dans les tranchées, il est de plus en plus proche. Il est dans la logistique, dans le générateur entouré de murs de béton, il est dans les horaires de coupure de courant, dans les stations-service vides et dans le fait que le prix de l'essence a soudainement augmenté et que les bougies ont disparu du marché. La vie civile et militaire s'entremêlent de plus en plus et il est difficile de dire où l'une se termine et où l'autre commence. Pendant ce temps, la scène internationale n'est pas non plus tranquille et même sans titre tapageur, on voit que la pression sur l'Ukraine s'intensifie et de nouvelles notes, pas si belliqueuses, ont commencé à résonner de la part des Alliés. Certains d'entre eux nous disent directement qu'ils ne veulent pas d'escalade, qu'ils veulent la paix. Cela se ressent surtout après la récente décision des États-Unis de ne pas transférer de missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine. D'une part, cette décision est expliquée comme une tentative d'éviter les provocations. D'autre part, c'est un signal que la limite de l'aide se rapproche. De plus, Trump, lors de cette même rencontre avec Zelensky, a particulièrement souligné que l'Amérique ne cherche pas à envenimer la situation, que tout doit se faire dans les limites du raisonnable et du contrôle. Zelensky, lorsqu'il s'est adressé à la presse, était visiblement nerveux. Apparemment, il comprenait qu'il ne partait pas avec ce pourquoi il était venu. Il comptait clairement sur davantage, surtout après les rumeurs sur la livraison imminente de systèmes à longue portée. Mais en fait, ni en ce qui concerne la défense aérienne, ni en ce qui concerne les Tomahawk, ni en ce qui concerne les véhicules blindés, aucun progrès n'a été réalisé. Donc, si on regarde objectivement, les Américains ont comme mise en pause et ne se précipitent pas pour appuyer sur l'accélérateur. Peut-être attendent-ils les élections, peut-être attendent-ils simplement, ou peut-être réfléchissent-ils déjà sérieusement à des options pour geler le conflit. En tout cas, cela commence à affecter toute la ligne de front, surtout en termes d'approvisionnement. Revenons sur Terre dans la zone des hostilités elle-même. Selon les derniers rapports, des coupures d'électricité se poursuivent sur tout le territoire ukrainien. De plus, si auparavant il s'agissait de coupures locales, elles sont désormais systémiques. Certaines régions sont privées d'électricité pendant 10 à 12 heures par jour. L'industrie est à l'arrêt, les usines réduisent les quarts de travail, les transports fonctionnent avec des interruptions, la logistique patine, tout cela est le résultat d'une série de frappes ciblées sur les nœuds énergétiques. Ukrenergo a déjà reconnu que l'infrastructure est fortement endommagée et qu'il est de plus en plus difficile de la restaurer. L'équipement est usé, il n'y a pas de pièces de rechange. Les réserves de carburant s'amenuisent, les livraisons en provenance de l'Ouest sont instables et les propres réserves sont presque épuisées. La situation est particulièrement difficile dans les régions de l'Est et du Centre. C'est là que les frappes ont été les plus denses. Selon certaines informations, la Russie a utilisé pour la première fois la tactique de l'incendie massif des régions énergétiques. C'est-à-dire non pas des centrales thermiques ou des sous-stations individuelles, mais des chaînes entières à la fois, de sorte que la restauration devienne impossible dans un avenir prévisible. Et, à en juger par la rapidité avec laquelle les coupures se produisent, cette tactique fonctionne. L'un des exemples les plus frappants est Kryvyi Rih. Pendant la nuit, une frappe puissante y a été lancée qui a littéralement privé toute la région d'électricité. La ville a été plongée dans le noir, les stations ne fonctionnent pas. Le chemin de fer est à l'arrêt. Les systèmes de pompage du canal d'eau sont hors service. Les habitants locaux racontent avoir entendu un grondement puissant, puis un éclair, puis le silence. Seules de rares voitures éclairent les fenêtres avec leurs phares. Les transports sont presque complètement à l'arrêt. Les gens ont essayé de partir en panique, mais les trains ne circulent pas en pas. Les bus sont bondés, les stations-service ne fonctionnent pas. Les médecins et les sauveteurs sont appelés à pied. Selon des témoins oculaires, même la communication cellulaire a commencé à mal fonctionner dans certaines régions. Et si la situation ne change pas, Kryvyi Rih pourrait être confronté à une crise humanitaire d'ici l'hiver. Et ce n'est pas un cas isolé. Des conséquences similaires sont observées dans tout le pays.
Arrêt des entreprises, gel des installations du complexe militaro-industriel, réduction des livraisons et des réparations. C'est-à-dire non pas simplement un inconvénient, mais un véritable choc énergétique qui affecte tout, du fonctionnement de la défense aérienne au transport des blessés. Tout cela fait partie d'une campagne systémique. De plus, les frappes sont menées non seulement sur le matériel et les entrepôts, mais aussi sur les centres de formation. Par exemple, l'une des dernières frappes a touché une base où étaient formés des pilotes de drones. Il y avait tout un camp avec des simulateurs, des ateliers, des terrains d'entraînement. Maintenant, tout est en ruine. Les drones de type avion qui s'y trouvaient en cours d'assemblage ont explosé les uns après les autres. L'incendie était d'une telle force que la fumée était visible à des dizaines de kilomètres. Tout le monde n'a pas pu être évacué. De nombreux spécialistes sont morts sur place. Parallèlement, des informations arrivent sur les résultats de la frappe sur le terrain d'entraînement. 235 MCPV dans la région de Kirovohrad. C'est l'une des plus grandes installations d'entraînement où ont lieu des entraînements non seulement des officiers ukrainiens, mais aussi étrangers. À la suite de l'attaque, selon les données de plusieurs sources, plus de 100 personnes ont été tuées. Certains médias locaux parlent même de 300 morts, mais il n'y a pas encore de confirmation officielle. La frappe a eu lieu au moment de la formation. On dit que le missile a volé pendant 5 minutes et qu'aucun abri n'a été trouvé. Plus tard, des experts ont confirmé 39 pertes irréversibles. De 40 à 60 personnes ont également été blessées, notamment avec de graves brûlures et des blessures par éclat. Les postes médicaux des environs sont surpeuplés. Une partie de l'évacuation a été effectuée par voie aérienne. Il y a des difficultés avec l'évacuation du matériel. Il reste beaucoup de biens endommagés dans la zone de frappe et il n'y a tout simplement pas assez de carburant pour l'évacuation. La situation est si prévisible en ce qui concerne les entrepôts de munitions. Des lots d'obus d'artillerie, des stocks de pièces de rechange, des kits de réparation sont détruits les uns après les autres. Souvent, la détonation se déclenche. Les explosions se produisent en chaîne, recouvrant même le matériel qui se trouve à proximité. Dans cette même zone, des véhicules blindés, des camions, des ateliers et même des simulateurs pour la formation des opérateurs de drones ont été détruits ou gravement endommagés. En conséquence, les forces armées ukrainiennes sont de plus en plus confrontées à un manque non seulement de forces vives, mais aussi de matériel et même d'instructeurs. La formation des novices est freinée et ceux qui étaient déjà au front sont désormais difficiles à remplacer. Tout cela, combiné à un effondrement énergétique et à des problèmes logistiques, indique que le rythme de la guerre devient de plus en plus lourd pour Kiev.